Professionnels du tourisme, bonjour. Merci Bonjour. de nous rejoindre donc pour cette première webconférence sur le thème de la saison touristique en sortie de crise. Alors, certains nous diront sûrement qu'il est trop tôt pour en parler, n'ayant pas toutes les informations précises sur le ni le comment. Or, il y a quand même une chose dont on est tous sûrs aujourd'hui, c'est que cette saison va être atypique et qu'elle doit se préparer collectivement ici et maintenant. Alors, les échanges à venir avec nos experts ici présents, que je vais laisser les gars présenter dans quelques instants, nous aideront sûrement à mieux l'envisager. Il faut qu'on se rappelle qu'on est le bassin d'Arcachon, on est d'abord un territoire maritime. Et vous connaissez autant que moi les citations de nos marins d'ici et d'ailleurs. Naviguer, c'est prévoir, ou encore c'est sous le grain qu'on voit le marin. Alors, dans ce contexte, ce que l'on s'est dit au niveau du pôle Marc, c'est que plus que jamais, l'esprit bassin doit nous aider à tenir la barre. Alors, tenir la barre, c'est accepter aujourd'hui de repenser une offre touristique qui sera forcément différente pour cette saison estivale, une offre responsable et solidaire pour nos habitants, pour nos chefs d'entreprise et aussi nos vacanciers. Alors maintenant, juste avant de donner la parole à François Duliga, notre vice-président, quelques règles pour nos internautes. L'objectif de cela, vous l'avez bien compris, c'est de commencer à évaluer avec nos experts les changements sociétaux en matière de tendances touristiques liées à cette crise sanitaire et comment préparer au mieux, nous aider à préparer au mieux, puisqu'on doit se préparer cette saison estivale dès maintenant. Alors, en aucun cas, il ne s'agira pour nous de répondre à vos questions sur des dates de reprise. Nous sommes comme tout le monde, n'avons pas des éléments de réponse à vous apporter, ni de discuter des aides ou pas mis en place par le gouvernement. Donc, voilà, je vais maintenant laisser la parole à François Deluga, qui va vous présenter nos invités. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette première conférence à distance pour faire un peu le point sur notre situation. Je voudrais d'abord vous présenter nos deux invités. Jean Viard, qui est chercheur, sociologue français bien connu, économiste de formation et qui est directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF et qui est très spécialisé et reconnu dans le domaine des vacances, du temps libre, des 35 heures. Également Michel Durieux, qui est le directeur général du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Nous avons souhaité organiser cette conférence dans la mesure où il y a aujourd'hui une vraie interrogation. Exactement, nous n'avons aucune certitude en matière de tourisme sur les mois qui viennent. Alors, ce tourisme, quel sera-t-il? Sûrement un tourisme, en tout cas c'est ce que nos experts nous disent, un tourisme de proximité, un tourisme de fidélité, un tourisme français, quasiment exclusivement, et puis un tourisme où la notion de solidarité sera forcément quelque chose d'important parce que c'est aujourd'hui ce qui réunit le pays et ça ne va pas du tout disparaître. Au contraire, et c'est même une valeur extrêmement forte de notre République. Et donc, je pense qu'il faut avoir en tête cette idée de solidarité dans la façon dont nous allons appréhender les mois qui viennent en matière de tourisme. En même temps, on voit bien qu'il y a une offre qui est très incertaine. On ne sait pas exactement ce que va être le niveau, le contenu de notre offre dans les semaines et les mois qui viennent. On voit bien aussi que la demande, eh bien, elle est aussi inconnue et floue que notre capacité à prévoir exactement à ce jour notre offre. Donc, toutes ces questions-là, nous nous les sommes posées et l'idée a été non pas de faire un plan de communication, mais plutôt un plan d'information. Et ça en est la première phase sur la façon dont les choses pourraient se passer dans les mois qui viennent, à la fois et essentiellement à destination des professionnels qui sont aujourd'hui, comme nous tous, dans une grande incertitude. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. Simplement, nos experts vont nous aider à partager cette vision et commencer à réfléchir collectivement sur la façon d'aborder une saison estivale. D'habitude, le CIBA ne parle pas spécifiquement de
dans sa mission de promotion de saison estivale, mais plutôt de tourisme des 4 saisons. Là, la question se pose, et c'est pour ça que nous avons choisi de démarrer ces discussions sur les 2 mois d'été qui viennent devant nous et qui seront extrêmement différents des années précédentes. Alors, je voudrais commencer peut-être par une première question à Michel Durieux. Comment vous pressentez, c'est une question simpliste, mais comment, vous qui êtes le spécialiste du tourisme en Aquitaine, vous pressentez la saison estivale à venir sur le bassin? Bonjour, Monsieur le Président. Merci Isabelle, merci pour cette invitation. Alors, c'est une question qui peut paraître simpliste, mais dans la situation actuelle, qui est quand même très vaste. Donc, on va essayer de pas tomber dans la partie dramatique, mais je pense qu'il est quand même important pour que tout le monde ait la même information et parfois pour sortir d'un certain déni de situation. On va dire que la saison et l'année 2020 vont être exceptionnelles et atypiques, malheureusement dans le sens négatif. La région reçoit chaque année 32 millions de touristes, 4 millions d'étrangers et 28 millions de Français. Ça pèse 18 milliards de revenus, c'est 9% de notre PIB, c'est 144 000 emplois. Là, on peut dire que la situation actuelle nous amène à des prévisions dramatique. Dramatique dans le sens que déjà les 4 millions de touristes étrangers auront pratiquement une impossibilité à venir dans les prochains mois. Donc on va être réellement tourné sur les clientèles françaises. Alors, la Nouvelle-Aquitaine, on est la première destination des Français. Donc on peut se dire qu'on est déjà positionné d'une façon ou d'une autre pour recevoir cette clientèle française si on a la possibilité de les recevoir. Et donc là, on est bien devant des enjeux d'évaluation de la situation, c'est-à-dire le confinement, donc confirmé, même si on le savait depuis assez longtemps, mais confirmé jusqu'au 11 mai pour les populations, mais un déconfinement qui va être lent et très long. Et donc, avec plein de questions qui vont se poser sur l'offre et finalement, qu'est-ce qui va être disponible. Alors, si on regarde les clientèles françaises, on a la clientèle de résidents du bassin d'Arcachon, les grands habitués, donc ça représente plus de 50% finalement des touristes qui viennent sur la destination. Donc cela, on peut espérer qui vont venir s'ils en ont la possibilité. Après, on va avoir les clientèles françaises qui vont vouloir venir, et si on fait du basique, c'est de se dire est-ce qu'ils vont déjà pouvoir venir avec les modes de transport. Donc l'aérien va être très fortement impacté, pour pas dire complètement annulé, et ça jusqu'à pratiquement la fin de l'année. Sur la partie ferroviaire, on peut considérer quand même que la LGV va être impactée par, on va dire, ces distanciations qu'on doit garder et qu'on va devoir garder et qui vont être imposées, qui feront qu'on ne pourra pas avoir des trains remplis comme ils sont remplis normalement pendant nos saisons d'été. Donc là, on va avoir une capacité pour venir qui va être réduite, qui sera certainement amplifiée par un déplacement en voiture. Donc on a déjà normalement 78% de notre tourisme qui vient en voiture, mais là, on risque de l'avoir complètement amplifié avec une augmentation de toutes les destinations, et même pour ceux qui venaient habituellement avec le TER sur le littoral, qui vont se retrouver obligés à venir en voiture. Donc là, on est sur déjà une première barrière sur un redémarrage normal du tourisme. Donc ça, c'est le transport. Enfin, après, il va y avoir toute cette adaptation en termes d'offres, c'est-à-dire
quelles sont les structures qui vont pouvoir être ouvertes ou pas ouvertes. On parle de seuil à 100 ou 150 personnes. Donc là, se poseront assez rapidement les questions sur est-ce que les plages peuvent être ouvertes ou pas ouvertes? Est-ce que certaines structures, piscines ou autres activités touristiques peuvent être ouvertes ou pas ouvertes? Donc là, on aura les réponses au fur et à mesure, mais ça va impacter très fortement l'offre qu'on va avoir. Alors là, on discute parfois de la terminologie. Des fois, on dit qu'on va avoir une offre en gruyère, une offre dégradée, une offre exceptionnelle. Bon, alors chacun prenant le mot qu'il a envie de prendre. Mais enfin, ça sera pas l'offre habituelle. Ça va être une nouvelle offre. Et il faudra certainement qu'on explique beaucoup ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et donc là, certainement, les offices du tourisme auront un rôle important à jouer dans cette explication et dans cette organisation. Donc là, on voit bien qu'on rentre immédiatement dans l'impact sur l'offre et comment elle va être perçue. Je suis pas. Mais comment on peut s'adapter, comment adapter et comment rebondir justement par rapport à ces difficultés-là? Est-ce que vous avez S'adapter, c'est déjà anticiper. Ça veut dire, c'est bien se dire dès à présent que globalement, c'est pas parce que le président de la République va dire on est déconfiné que le lendemain les touristes reviennent naturellement et normalement et vont avoir la même attitude que d'habitude. Non. Des confinements longs, une attitude différente. Les gens vont avoir été impactés d'abord économiquement. Premièrement, la partie sanitaire, il y en a qui ont été impactés par la maladie. Ensuite, économiquement. Et ensuite, on va avoir une nouvelle psychologie. Mais là, Jean Viard en parlera encore mieux que moi. Mais les professionnels doivent prendre conscience que finalement, il faut revenir sur du basique et se poser les questions qu'on peut se poser nous-mêmes sur notre sortie quand le confinement va être déclaré. C'est de se dire, est-ce qu'on va avoir envie d'aller sur des lieux où il y a beaucoup de monde? Est-ce qu'on n'ira pas plutôt sur des lieux qui sont aménagés? Ça veut dire sur lesquels, sans rentrer dans le dramatique, mais on va vouloir avoir des produits hydroalcooliques disponibles, pouvoir se laver les mains. Et il va falloir peut-être tout ça, tous ces processus, les rendre ludiques. Il va falloir y réfléchir. Ça veut dire globalement, pour les communes, la question va se poser de s'il y a plus de voitures, il va déjà falloir réfléchir à plus de parking. Quand on dit plus de parking, c'est aussi des flux nouveaux à des endroits où on ne pensait pas avoir ces flux de personnes en train de marcher. Pour les professionnels, ça va être se poser la question, on peut très bien se dire, un restaurant qui n'a que 2 toilettes et un lavabo, maintenant, ça devrait être normal, mais maintenant, les gens vont tous vouloir se laver les mains. Donc, comment on fait pour rendre ce lavage de mains plus ludique? Est-ce qu'on met des petits lavabos dehors? Est-ce que on met quelque chose qui permet de le faire? Mais on peut l'anticiper. D'accord. Alors, peut-être Jean Viard. Oui. Pardon, excusez-moi. Juste un point parce qu'il y a un internaute justement qui revient un petit peu sur cette ambiguïté. Effectivement, certains pensent que la date de mi-juillet est pour tous les professionnels. Non, que l'on reprécise bien les choses parce qu'il y a un internaute on est bien d'accord qu'on n'a pas de réponse pour les acteurs du tourisme, les restaurateurs, bars, etc. jusqu'à la 11 mai. Seuls les grands rassemblements jusqu'au 15 juillet ne seront pas autorisés. Là, j'invite tout le monde à récupérer le texte complet du président de la République qui était très précis, mais ensuite il y a un décret qui est sorti. Donc les restaurants et hôtels, camping et autres, il n'y a pas de date prévue. Ils ne seront pas réouverts le 11 mai. Mais à partir de ces dates-là, on réfléchit à partir de quelle date, et il y a des travaux qui sont en cours pour savoir à quelle date ça peut être ouvert. La seule chose qui est fermée jusqu'à mi-août minimum, ce sont les grands événements et les grandes réunions. Mi-juillet. Et donc là, c'est vraiment un point important parce qu'il y a eu un malentendu.
on nous posait souvent la question, y compris pour les hôtels et campings. Jean Viard, peut-être, vous Voilà. pourriez, face à cette crise qui est quand même sans précédent, sans aucune comparaison, commencer à nous dire comment vous appréhendez son volet sociétal et comment les Français vont réagir, comment aujourd'hui ils réagissent et comment ça peut avoir un impact sur notre activité touristique cet été. Oui, alors, si vous voulez. Bon, je vais prendre la suite avec ce qu'il vient de dire, je suis d'accord. En gros, on est dans un secteur, c'est 10% d'activité française, vous l'avez dit. Moi, j'ai vu des études du Crédoc qui viennent de sortir. Il faut être direct. On estime qu'entre 10 et 25% des entreprises du secteur vont fermer et faire faillite. Donc, on va avoir des creux dans la raquette des entreprises. Je ne sais pas si les prévisions du Crédoc sont justes. Et en même temps, on va avoir une rupture de mentalité, on va dire les choses comme ça, et d'attente des gens. On a été confiné 2 mois en famille, mais une famille, une génération, puisque on a écarté les anciens. Et un des grands enjeux des vacances, c'est les multigénérations, c'est les grands-parents, les petits-enfants, etc. Donc, on est dans une rupture à la fois économique, qui va être extrêmement violente. On est dans une rupture culturelle parce qu'effectivement, à la fois, on a envie de sortir et en même temps, on a peur de sortir. Et ça va être comme ça au moins tout l'été 2020. Peut-être même, j'espère qu'en 2021, ça sera moins vrai. Donc ça, c'est les deux éléments qui font qu'on ça est devant nous. Et en plus, je crois qu'on va être dans une énorme année de bricolage. Effectivement, partout, il y a des villes qui élargissent les trottoirs, il y a des villes qui font des rues qui partent de l'idée que les gens vont plus circuler en vélo. Quand on regarde les études sur le transport en Île-de-France, on voit très bien qu'il y a 25, les gens disent beaucoup arrêter d'utiliser le transport collectif pour une grosse partie d'entre eux, et ceux qui vont les arrêter, 25, il y en a 25% qui disent je vais y aller en vélo, mais ils ne viendront pas en vélo jusqu'à Arcachon, mais après Arcachon peut-être. Il y en a effectivement 10% qui disent je roule en voiture, il y en a, les autres disent qu'ils vont marcher à pied. Mais ça veut dire en gros qu'il y a en tout cas une grande partie des gens qui vont refuser les transports collectifs, en tout cas en 2020. On va voir si c'est un phénomène de longue période. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il faut penser, effectivement, y compris tout de suite, y compris l'élargissement des trottoirs, y compris comment on circule à vélo pour plus utiliser du tout, etc., comment on accède aux gares, etc. Tout ça, mais ça, vous êtes plus compétent que moi là-dessus. Et moi, je parle de cette rupture culturelle, du fait qu'on ne va pas partir en vacances plusieurs générations confondues, que donc, y compris, on va utiliser sans doute le parc des résidences secondaires génération après génération, donc sans doute diminuer les locations, mais ça, vous savez bien que là aussi, ça va jouer parce que les gens ne seront pas là tout en même temps. Mais ça, c'est le fond. Après, au fond, il faut prendre 2020 comme une expérience. On va dire, j'ai vécu 2020. Un peu comme les gens disaient, j'ai vécu 68. Moi, j'ai eu le bac en 68. Toute ma vie, ça m'a poursuivi d'avoir le bac 68. Voilà, bon, ben, finalement, on fait sa vie avec le bac 68. En tout cas, on s'est beaucoup moqué de moi. Là, au fond, on est dans la même situation. C'est une expérience 2020. On a créé des rapports entre vous différents. Parce que vous allez être solidaires, vous allez vous aider. Les boîtes qui vont se casser la gueule, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les aider, vous n'allez pas les aider, vous allez récupérer le personnel. Bon, il va y avoir des opportunités économiques aussi pour ceux qui ont plus de moyens. Enfin, il y a tout ça qui va jouer. Donc, disons, l'expansion expérience 2020 pour vous et expérience 2020 pour les usagers. En se disant effectivement que ça va être une année différente. Il y a des gens qui ont plus d'argent à dépenser parce qu'ils n'ont pas pu consommer. Les gens qui sont en télétravail, c'est-à-dire l'essentiel des cadres français, 66% des cadres sont en télétravail, ben ceux-là, en ce moment, ils gagnent des sous parce qu'on peut dire on ne peut pas aller acheter des petites choses inutiles. Il y a des gens qui ont moins d'argent, effectivement ceux qui sont même au chômage partiel, mais eux aussi, ils ont moins consommé. Et puis, il y a surtout les indépendants et qui, eux, se reprennent comme vous, mais c'est vrai aussi dans les autres secteurs, donc qui, eux, perdent de l'argent. Donc, les différents milieux n'auront pas le même rapport à la consommation, je crois qu'il faut dire ça. Mais sur le fond, partons de l'idée qu'une rupture comme ça a deux effets. D'une part, ça renforce des signaux faibles qui étaient déjà là. C'est-à-dire qu'on ne change pas de société, on ne change pas de culture. D'abord, tout est pareil qu'avant, mais les choses qui étaient proches vont être plus fortes. Par exemple, le désir de manger des produits locaux va être plus fort. Le désir de se déplacer, normalement, ça aurait été de ne pas se déplacer en voiture. Et là, l'effet maladie va faire qu'on va plus se déplacer en voiture. Et moi, en avion. Je pense, cette année, la question ne se pose pas vraiment pour l'avion, mais je pense qu'à terme, le déplacement en France en avion risque d'être un produit qui va énormément reculer. Vous avez le TGV. C'est pas dramatique. Mais ça, c'est des éléments qui jouent, etc. Donc là, il y a toutes ces mutations de mentalité. Et le problème, c'est que si vous voulez, il ne faut pas essayer d'anticiper ce qui va se passer. Je ne sais pas vous dire ce qui va se passer. Je sais vous dire simplement, ça va être quelque chose d'inouï, ça va être quelque chose de complètement inédit. Vous prenez l'exemple d'Avignon, il n'y a pas le festival, mais c'est la 3e fois en fait.
Finalement, en 68, ils ont inventé, en 2003, ils ont inventé, il n'y a pas eu le festival, la ville ne s'est pas effondrée non plus. Donc, si vous voulez, il faut se dire, fixez-vous l'objectif de 2021. Espérons qu'en 2021, les conditions sanitaires seront redevenues correctes. Et donc, comment on travaille 2020 pour arriver à 2021? Moi, j'ai tendance à le penser comme ça. Parce que le but, c'est que 2021, vous ayez un produit renouvelé, un produit qui va être plus fort sur les tendances qu'on vient de dire, c'est-à-dire des tendances effectivement des produits sains, des activités, des tas de choses que vous aviez déjà dans vos pratiques. Et puis après, on verra, parce qu'il y a d'autres tendances qui vont naître maintenant et qu'effectivement, on verra se développer dans les années qui viennent. Mais ce n'est pas notre sujet à court terme. J'ai un peu tendance à penser ça, et pour finir comme ça, c'est tout. Retenez au fond deux idées. Moi, je crois qu'on va avoir besoin de plus d'amour et on aura plus de peur. Et on va être en permanence dans ce jeu ambivalence entre le besoin de lien, le besoin d'altérité et la peur de l'autre. Et donc, votre boulot, c'est de faire qu'on n'ait jamais l'impression que l'autre entre dans notre bulle. Que si on vient sur le bassin, à aucun moment on est confronté à des moments où on est gêné parce qu'on est trop près, parce qu'on se croise, parce qu'on n'est pas bien, etc. Et au fond, c'est comment on va gérer l'espace, gérer le temps, gérer les horaires, gérer pour effectivement qu'on ait le moins peur possible dans un espace où on a le propre des vacances. Restons sur la formule d'Edgar Morin. La valeur des grandes vacances, c'est la vacance des grandes valeurs. Donc, c'est vrai qu'on va vouloir avoir moins de raisons de se contenir nous-mêmes, de se contraindre. Et donc, c'est à vous de faire un espace qui va permettre qu'en gros, en respectant les quelques règles que vous aurez posées, on ne rentre pas dans la bulle du voisin. Alors, Jean, si je peux me permettre une question, au niveau de, on parle des grandes manifestations, on nous pose beaucoup de questions, des internautes sur ce point. Les grands événements, les grands rassemblements ne seront pas autorisés. Et on pense même jusqu'au-delà de la mi-juillet, on aura plus d'éléments après. Mais en tout cas, on sait que les grands rassemblements, de toute façon, ce que vous dites, c'est que ça ne correspondra pas aux attentes. Donc, comment on compense, selon vous, justement, ces grands rassemblements, les fêtes d'été, ça fait partie de la vie d'un territoire touristique. Donc, quels sont vos conseils, soit Michel ou Jean, sur ce volet-là? Parce que c'est une des questions qui reviennent souvent. Et le deuxième point qui revient souvent, c'est par rapport aux plages. Comment, encore une fois, c'est peut-être des questions difficiles, c'est peut-être difficile d'y répondre, mais déjà, sur les événements, comment on compense? Et par rapport aux plages, comment on compense? Mais si vous voulez, d'abord, c'est très difficile de répondre à cette question. Mais on peut déjà se dire qu'il y a des dizaines de milliers d'artistes qui sont disponibles. Puisqu'il n'y a pas les grands festivals, il y a 6000 festivals qui ont été annulés. Donc, on a plein de gens, de musiciens, de danseurs, de chanteurs qui d'abord ont faim, si je peux me permettre, ont besoin de gagner de l'argent, etc. Ça peut peut-être permettre de développer des phénomènes extrêmement légers. Il y a effectivement des chanteurs qui passent dans les rues, où il y a, bon, j'en sais rien, mais je veux dire, ces artistes sont disponibles. Donc, vous voulez dire que pas de grand rassemblement ne veut pas dire pas d'animation. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut bien faire la différence. On peut peut-être d'ailleurs les utiliser pour faire des cours de peinture aux enfants. Enfin, je veux dire, on peut réfléchir en termes de diffuser ce capital culturel dans des séjours qui peuvent être différents. Donc, je pense que ça, c'est une chose qu'il faut voir. Il y a une autre chose qu'il faut voir, c'est que les gens ont acquis une culture du numérique qui va être très différente. Donc, est-ce que vous avez un site bassin numérique? Est-ce que vous avez réfléchi en termes, effectivement, d'une certaine façon, il peut y avoir, je sais pas, des conférences du bassin, il peut y avoir des spectacles qu'on va pas pouvoir aller voir tous ensemble, mais peut-être tout le monde pourra aller voir dans le bassin et ça sera filmé sur je dirais, sur un endroit du bassin qu'ils connaissent, peut-être pas sur la dune, mais bon, vous voyez. Et donc, ils auront quand même l'impression d'être sur de participer au spectacle, même s'ils sont chacun chez eux sur leur télévision, ils verront une troupe de théâtre qui s'exprime sur un lieu emblématique du lieu. Donc, vous voyez, le numérique peut entrer dans le lien. On ne peut pas être devant un spectacle, mais il peut avoir le spectacle là, que les gens voient chez eux, mais en fait, ils savent que c'est là. Donc, quelque part, c'est dans la culture bassin, si vous voulez. Donc, il y a certainement cette utilisation du numérique, je crois qu'il ne faut pas trop sous-estimer. Et après, je vais vous dire, les gens, ce qu'on a envie en ce moment, c'est de se promener. Ce qu'on a envie, c'est de sortir déambuler, c'est de ne pas faire son papier pour marcher. Vous voyez, je pense qu'on va avoir des envies très simples aussi. Hein. C'est pour ça que je vous dis, élargissez les trottoirs, élargissez les pistes cyclables, pensez aux mamans qui vont pousser leur bébé, pensez qu'il y aura beaucoup de mamans toutes seules avec leurs enfants. Parce que je pense que dans beaucoup de grandes entreprises, les papas qui sont quand même souvent dans l'encadrement, on va leur dire, écoute, t'étais bien sympa, mais cette année, tu vas travailler en une grande partie de l'été. Et donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'hommes qui ne vont pas venir en vacances, ou pas beaucoup,
Il y en avait déjà, parce qu'il y a déjà des mamans qui viennent seules, souvent en juillet, etc. Donc ça aussi, ça va augmenter. C'est-à-dire, et comment on tient compte de ça, j'allais dire, de ces femmes seules avec enfants, qui risquent d'être une population plutôt plus importante que d'habitude. Et qu'est-ce qu'on a à leur proposer et qu'est-ce qu'on a à proposer aux enfants? Parce que soyons honnêtes, les enfants, on les a eu pendant 2 mois, bon, on les aime beaucoup, mais bon, on a peu envie de ne pas les avoir encore un mois avec nous. Donc, comment on réfléchit à ça, à ce désir, j'allais dire, d'air, quoi. On va avoir besoin de respirer, avec des guillemets, mais vous voyez, les enfants toute la journée, bon, on a donné, quoi. Préparer les cours du soir, les cours de l'école, on a donné. Donc, les cahiers de rentrée scolaire, cette année, bon, je crois qu'on ne va pas les faire. Vous voyez, il y a toutes ces attitudes simples. On va avoir envie de peu de contraintes. Ça va être très compliqué, y compris dans l'intrafamilial. Comment on peut se poser ce genre de questions? Je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Alors, je pense, je vais rebondir sur ce qu'est en train de dire Jean. On va avoir de nouvelles attitudes, de nouvelles attentes, et c'est à nous à inventer très rapidement, finalement, l'adaptation de l'offre qu'on va être capable d'apporter. Et je vois qu'il circule là dans toutes les questions, Isabelle, s'il n'y a pas de plage, le bassin d'Arcachon n'a pas d'intérêt. Oui, alors ça, c'est un raccourci qu'on peut faire. Alors d'abord, on va espérer qu'il y aura des plages, ça veut dire qu'il va y avoir des contraintes, et globalement, c'est là où il faut d'ores et déjà commencer à réfléchir à quelles seraient les contraintes possibles. Donc, il y a des normes déjà qui existent au niveau des piscines, sur le nombre de personnes dans les plages autour des piscines. Donc, on va déjà certainement réfléchir à appliquer ce type de conditions. Mais là, il va falloir, dans ces cas-là, que les destinations soient capables de les mettre en place et de les accompagner. Donc, la difficulté, c'est qu'il risque d'y avoir des contraintes, mais sera-t-on capable de les mettre en place? Il y a eu d'autres questions qui étaient sur les campings. Je pense que là, il y a un enjeu. Le camping en Nouvelle-Aquitaine, c'est notre première capacité d'hébergement. En France aussi, la première capacité d'hébergement touristique, c'est le camping. Donc clairement, il y a un enjeu sur ce type d'hébergement. Et là, assez rapidement, il y a des travaux qui sont en cours, mais c'est aux destinations de pousser aussi des solutions. On peut imaginer de dire pas plus de 100 campeurs à l'hectare, ce qui est déjà 50% de moins que la densification demandée normalement pour le classement d'un camping 4 étoiles. C'est de dire, par exemple, pas plus de 1 baigneur pour 5 mètres carrés de piscine. Donc, on peut commencer à réfléchir. Et cette réflexion, chaque structure va devoir qu'est-ce qu'il ferait s'il n'y avait aucune imposition de l'État? Parce que les gens vont demander, ça va être l'une des attentes. Donc, s'il n'y a aucune contrainte de l'État, quelles vont être les réactions purement commerciales de nos structures touristiques? Et ça, il faut l'appliquer finalement à toutes les structures. Jean, je donne un autre point. Après, je vois que tu veux parler, je te relaisse parler. Sur les plages, on peut estimer que sur certaines plages qui sont des plages surveillées, publiques, on peut délimiter des espaces sur lesquels on va dire pas plus de tant de personnes qui rentrent. Voilà. Et là, il faudra mettre en place un système qui permet d'évaluer le nombre de personnes avec une distanciation minimale entre familles ou entre groupes d'environ 2 mètres. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir être pensées. Oui, je peux répondre? Enfin, pas répondre. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, moi, je vous conseillerais d'observer ce qui se passe à Paris-Plage, qui est un truc, il y a des millions de gens qui vont, où on ne se baigne pas. Et il y a des publics extrêmement fidèles. Donc, puisqu'à Paris-Plage, il y a à peu près la moitié, je ne sais pas combien il y a de millions de gens qui vont à Paris-Plage, c'est 3 ou 4 millions chaque année. Donc, c'est vraiment la plus grande plage de France. Or, on ne se baigne pas. Donc, c'est intéressant de regarder les pratiques sociales, les équipements, le fait il y a des douches, enfin, comment ils ont géré ça. Et les gens sont vachement contents parce que la moitié des gens qui y vont, ils ne vont en vacances que là. Et l'autre moitié, c'est des gens, je dirais, qui se font bronzer avant de venir chez vous, pour le dire comme ça. Donc, il y a 2 publics différents. Mais je pense que là, il y a des codes culturels qui marchent très, très bien, auxquels il faut réfléchir, y compris parce qu'il n'y a pas de densité énorme. Donc, c'est aussi un élément. Moi, j'irai observer Paris-Plage. C'est une chose. La deuxième chose, pensez à ce qu'il y ait, quand il y a une vitrine qui n'est pas ouverte, vous la transformez en tableau. C'est-à-dire, il y a des villes qui font ça très, très bien. On la couvre d'un grand truc blanc tendu et tout le monde peut venir, ou on fait venir un artiste qui peint, ou on fait taguer les jeunes. C'est-à-dire que ce n'est pas un magasin fermé, c'est un lieu d'expression artistique.
Ça aussi, il ne faut pas donner le sentiment de la mort dans un lieu de vacances. Donc, il faut que le lieu, effectivement, qui ne travaille pas, on donne une autre fonction à la vitrine. Ça devient, par exemple, un tableau. Ça peut être parce que les jeunes s'expriment, ça peut être parce qu'on demande à des taggeurs de venir faire des tags ou qu'un artiste. Mais il y a des villes qui ont fait très bien. Quand on marche dans la rue, on n'a jamais l'impression que les commerces sont fermés. Donc, ils réutilisent les façades. Je pense que, si vous voyez, c'est l'idée de mettre des éléments de la vie à tous les endroits. Ce que vous dites sur les campings, je suis extrêmement d'accord, mais il faut le mettre comme une chance. Cette année, dans le camping, vous avez de la place. C'est pas on s'isole parce qu'on risquait un malade, il faut le présenter comme un plaisir. Toute la question, c'est de faire de la fête avec des contraintes sanitaires et que ça soit vécu comme festif, raconté comme festif. C'est comme quand vous dites les trucs pour qu'on puisse se laver les mains, oui, mais faites-les faire par un artiste. Prenez l'exemple de Nantes, c'est-à-dire vous demandez à un artiste de vous dessiner des fontaines absolument uniques, géniales, en plastique vert pomme avec des j'en sais rien, ça sera un objet urbain. C'est pas un truc qu'on a piqué à l'hôpital pendant les vacances, quoi. Et c'est toute cette idée que chaque geste doit être festif parce qu'on est dans le monde de la fête et on n'est pas dans le monde de l'hôpital. Et ça, je crois que c'est important, même si les masques, c'est pareil. Commandez vos masques. Il faut que ça soit des masques de vacances, amusants. C'est quoi un masque qu'on met un bikini, par exemple? Comment un masque va aller avec un bikini? C'est pas évident. Bon, donc c'est à ça qu'il faut réfléchir. Comment un masque va être amusant quand on est en bikini? Donc c'est ce genre de jeu. À mon avis, il faut que vous mettiez du ludisme, quoi. Alors que comme vous êtes anxieux économiquement, qu'il y a des problèmes de santé et qu'on va sans arrêt vous demander et alors comment ça se passe pour la santé, etc., il faut que vous mettiez du ludisme et de la fête dans chacun des petits gestes du quotidien. Je crois que c'est très important. Oui, ce que vous dites, Jean, c'est que finalement, il faut réussir à remettre effectivement cette notion de vacances dans un contexte qui est particulier, mais que voilà, l'animation, il faut en avoir, pas en nombre, mais il faut en avoir dispersé et créer un corps pour remplacer ce qui est un peu sordide et anxiogène. Il faut garder le sens de qu'est-ce que c'est que les vacances, qui sont de plus en plus devenues un moment de fête. Et donc, ce qu'il faut, c'est protéger ce sens, en fait. Et donc, le faire que le sens de la fête, le sens du fait qu'on est moins contraint, le sens effectivement qu'on a ce sentiment que bon, on ne sait pas à quelle heure on va déjeuner, mais au fond c'est pas très. Alors forcément il y aura plus de contraintes, mais la question c'est justement de rester dans une ambiance, j'allais dire vacances. Rappelez toujours les vacances, c'est quand les règles sont vacantes, quoi. C'est-à-dire effectivement il n'y a pas forcément de vacances. Je peux éventuellement aller manger en short, c'est-à-dire tous ces petits riens. Vous savez, les vacances c'est des liens sociaux légers qui sont tous un tout petit peu décalés de l'habitude. Et c'est ça qui nous met en vacances, c'est qu'on est plus intime, les gens se touchent plus physiquement, on s'embrasse en public alors qu'on ne le ferait pas quand on est au bureau, etc. Donc c'est tous ces petits liens de l'intimité qui donnent le sentiment du décalé avec le temps ordinaire. Et c'est ça qu'il faut garder, si vous voulez, dans l'ambiance qui est là. Et ça ne va pas être facile parce que vous allez avoir peur, vous allez avoir des logiques de sécurité, les gens vont en avoir aussi. Donc la question, c'est comment on met de la fête à l'intérieur de la tragédie. C'est ça votre métier. Monsieur Luliga, est-ce que vous souhaitiez qu'on rebondisse sur la force du bassin par rapport à ça, tout ce qui vient d'être dit? Un peu pragmatique, là. Bon, là, on est sur l'analyse des grandes orientations, le sens du tourisme cet été, mais concrètement, pour nos partenaires BA qui doivent être nombreux à nous regarder en ce moment, quel type d'évolution de pratiques touristiques, comment on peut rassurer nos hôtes, comment on peut montrer qu'on est solidaire avec ceux qui, en ce moment, défendent la santé des Français. Un aspect peut-être un peu plus pratique au-delà de ce que vous venez de présenter, qui fixe bien le cadre et l'approche dans laquelle on doit être aujourd'hui pour ces vacances tellement particulières, mais comment on peut aller un peu plus loin dans le concret pour tous ces partenaires qui sont des acteurs touristiques majeurs du bassin et qui s'interrogent sur la façon dont ils doivent évoluer dans les semaines qui viennent sur leur offre. Je vous entends moins bien là. Il y a un problème de connexion, non? Alors, attendez. Voilà. Ah oui, monsieur, voilà. Je vous entends. Non, mais c'est une chose, je veux dire, on en avait parlé effectivement, et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait aussi le groupe Accor en décidant d'ouvrir ses hôtels aux soignants et aux malades. Je veux dire, ne soyez pas les planqués de l'arrière, si je peux me permettre. C'est-à-dire, il n'y a pas ceux qui vont profiter alors que les autres. La question, c'est le lien qu'on va faire entre effectivement la solidarité, le fait d'aider les gens. Vous voyez, par exemple, moi, je verrais très bien que vous dites que vous pourriez faire dans le bassin, en gros, avant la pleine saison,
les blouses blanches, disons tous les gens qui ont droit à l'aide de l'État, puisqu'ils ont tous une prime, cela, ça définit un groupe social. Ben, ce groupe-là, effectivement, quand il vient une semaine dans le bassin, il a 3 jours offerts. C'est-à-dire que vous apparaissiez comme le lieu où se recompose l'énergie de ceux qui ont été en première ligne. Et c'est important d'être là. D'abord, c'est important humainement, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont pris plusieurs risques que nous, ou qui ont travaillé en ce moment. Là, les hôpitaux, ils travaillent comme des malades. Donc, je veux dire, ils ont besoin de vacances, ils ont besoin de repos. Vous êtes des professionnels du repos. Donc forcément, il faut leur offrir un repos particulier. Est-ce qu'il y a moyen économiquement? Je sais bien que c'est compliqué, mais peut-être que la région peut aider à ce que les soignants de la région, par exemple, aient des séjours pris en charge à 50% en intersaison. Il me semble qu'il faut réfléchir sur ce genre de choses, de façon que ça paraissait comme un complément de la lutte qui a été menée pour la santé. Et effectivement, c'est bon, maintenant on oublie et on passe à autre chose. Non, on ne passe pas à autre chose. Effectivement, on continue à être solidaire, on continue à être proche. Il peut y avoir là-dessus toute une réflexion. Je crois que ces éléments de solidarité sont extrêmement importants parce que les vacances, c'est effectivement un moment qui est décalé, mais il est décalé d'un réel qui est différent des autres années. Donc, on ne va pas essayer de retrouver les vacances de l'année dernière. Peut-être qu'à terme, ça ressemblera beaucoup, mais cette année, on est décalé d'une tragédie qui ne fait pas énormément de morts, mais qui a quand même tué quelques dizaines de milliers de personnes, c'est pas rien, et surtout qui nous a tous fait peur. On a tous eu peur de la mort, on a tous eu peur que nos vieux parents meurent, et donc d'une certaine façon, on va faire un ouf de soulagement, mais on ne pourra pas le faire parce que la pandémie ne sera pas vraiment finie. Donc pensez-vous vraiment comme, je veux dire, un moment de la reconstruction de l'énergie pour un combat de santé qui va encore durer. Et je pense que ça peut jouer à la fois dans l'image du bassin, ça peut jouer dans les prestations que vous mettez en place, éventuellement des ressources publiques que vous pouvez mobiliser, parce que ça peut se vendre aux collectivités locales d'être le lieu de repos, un des grands lieux de repos du personnel de santé. Ça peut se négocier des choses comme ça, parce que tout le monde voit bien qu'ils en ont un besoin énorme. Donc il me semble qu'il faut réfléchir à votre utilité dans la bataille sanitaire pour le monde de la santé. Alors, sur ce point, Isabelle, oui, juste un point, Michel, c'est une question qui revient souvent. Là, Talazur vient de nous envoyer aussi un message en disant, mais est-ce qu'on peut essayer de faire un focus par métier, par filière, par exemple l'hôtellerie, les campings, on en a un peu parlé, même s'il y a d'autres questions qui interviennent, mais est-ce qu'on peut essayer de répondre par corps de métier? Parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Et l'autre point qui revient souvent, c'est par rapport aux habitants. La crainte de dire, mais comment on a peur, les habitants peuvent avoir peur d'avoir de nouveau des touristes sur le territoire. Donc, je ne sais pas, pour la première question par métier, Michel, peut-être? Oui, alors par métier, ce qu'il faut comprendre là, et je pense que c'est un point important, hein, on n'a pas des réponses sur tout. À la date actuelle, ça veut dire que globalement, il faut quand même rester assez humble par rapport à la situation. Donc, on voit que c'est une situation qui est terriblement complexe au niveau sanitaire, qu'elle est en train de devenir un problème terriblement complexe au niveau économique et qu'on apporte des réponses au fur et à mesure où l'on voit l'évolution. Sur le camping, effectivement, il y avait des réponses qui étaient assez simples. Sur la partie hôtellerie, hôtellerie traditionnelle, on se rend bien compte que l'enjeu va être les lieux de regroupement à l'intérieur d'un hôtel. Ça veut dire le petit déjeuner, le restaurant, l'accueil. Ça veut dire c'est tous ces lieux où à un moment donné, on le sait bien, les touristes se regroupent. Parce que globalement, l'entrée le samedi ou le vendredi soir, pratiquement tous à la même heure dans l'hôtel, va poser automatiquement une difficulté si on ne fait pas du checking online ou de l'enregistrement online pour pouvoir avoir directement son numéro de chambre qui est donné et aller directement. C'est des petits points basiques. Est-ce que les touristes vont accepter le matin dans un hôtel de faire la queue pour rentrer à un buffet d'un petit déjeuner? Donc il va peut-être falloir qu'on repense le petit déjeuner assis, simple. Donc c'est des réflexions. Je n'ai pas une solution, mais ça va être des réflexions individuelles qui vont se rajouter à une réflexion de normes. Sur les activités, parce qu'il y a plein de questions. Est-ce qu'on va pouvoir faire du vélo? Est-ce qu'on va pouvoir faire du cheval? Est-ce qu'on va pouvoir faire du bateau? Il n'y a pas de réponse pour le moment. Il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que globalement, à partir du 11 mai, un début de déconfinement, mais on voit bien que c'est un début. Et donc, à partir de ce moment-là, certaines activités seront reouvertes à titre
individuelles. Est-ce qu'elles seront réouvertes à titre commercial? Ben ça sera en fonction des décisions de l'État. Et il faudra s'adapter. Je voudrais revenir juste sur le point de solidarité abordé par Jean. Nous, là, le comité régional du tourisme, dès la première semaine de mars, donc avant le confinement, on a lancé un hashtag Solidarité Tourisme, qu'on a transformé tout de suite Solidarité Tourisme au moment du confinement en disant on va être les premiers à communiquer. Donc, une région et un CRT qui est normalement spécialisé sur la promotion et la communication, on a été les premiers à communiquer sur restez chez vous et voyager demain. On l'a fait en association avec l'Organisation mondiale du tourisme, mais c'était important d'être solidaire. Ensuite, le secteur du tourisme, comme dit Jean, il est solidaire actuellement des personnels de santé. Donc, il y a des hôtels qui mettent à disposition leurs hôtels. Il y en a qui mettent à disposition des personnes qui n'ont pas de domicile fixe, leur hôtel aussi pour les accueillir. Donc là, on a toute une solidarité, les restaurateurs qui portent et qui sont ouverts et qui préparent des repas aussi pour le personnel de santé. On a toute cette action de solidarité. Nous, on l'amplifie ensuite en disant, et c'est ce qu'on va dire dans les prochaines semaines, soyez solidaires avec votre destination, avec votre camping, avec votre hôtel, avec votre loueur de vélo chaque année. Parce que plus de 50% des Français vont toujours sur le même lieu de vacances. Et plus de 50% des Français se baigneront toujours sur la même plage. Donc là, ce côté solidaire, je pense que ça va être très important dans les prochaines semaines. Alors justement, il y a un point que tu soulèves souvent, Michel, en disant que finalement, le bassin d'Arcachon fait partie des valeurs sûres en France. Comme d'autres territoires, comme le Pays Basque. Est-ce que ça veut dire que effectivement ce tourisme de proximité, ça sera une base, un peu une valeur sûre pour le bassin d'Arcachon? On aura cette clientèle qui va vouloir revenir dans son lieu de vacances. C'est déjà, c'est plus qu'une base, puisque déjà pour le bassin d'Arcachon, c'est déjà sa clientèle principale, ceux qui reviennent et ceux qui sont fidèles. Les résidents, les résidences secondaires et les personnes qui vivent sur le bassin d'Arcachon et qui accueillent leur famille l'été, c'est déjà le cœur du bassin d'Arcachon. Donc ça, normalement, on peut considérer que par mouvement normal, ça va déjà venir. Et ensuite, c'est ce qui peut être amplifié par une certaine solidarité avec la destination. Alors, il y a une question qui était quand même importante. Et là, je pense que Jean devra et aura certainement des réponses. Mais ça va être la capacité aussi aux populations qui habitent, résidentes habituellement à l'année, à accepter finalement devoir revenir du monde alors que ils vont certainement avoir une certaine peur de voir affluer ces personnes de toute la France. Et là, je dirais, on rentre dans une autre partie. Il faut être aussi solidaire des personnes qui ont été pendant ce confinement enfermées dans des conditions très strictes et parfois dans des conditions difficiles. Et il y a des populations actuellement, elles vont avoir besoin de sortir de leur lieu de résidence actuel. Il va falloir justement les accueillir partout en France. Et je pense que le bassin d'Arcachon a un rôle à jouer justement pour dire, nous, on accueille tout le monde. C'est vraiment, je pense que ça peut faire partie d'un discours important. Oui, moi je crois que là, je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'il faut aussi avoir bien pris en main le fait qu'on puisse garantir aux gens qu'ils seront soignés. C'est-à-dire que, je veux dire, qu'il y aura des places, qu'il y aura assez de médecins, etc. Il ne s'agit pas d'en parler la journée, parce qu'au fond, un des intérêts de votre région, c'est que vous avez l'image que la maladie a été relativement faible. Je veux dire, ça va être plus difficile d'envoyer des gens en vacances en Alsace. Donc ça, je dirais que c'est un atout. Vous avez effectivement, on a l'idée que c'est une région plutôt saine. Donc c'est un enjeu, mais il faut quand même que les gens, y compris les habitants, on puisse continuer à dire, attendez, pendant l'été, on a fait un effort sur les médecins, on a fait un effort, etc. On continue à vous soigner, les places de réanimation, il n'y aura pas de problème, ce qu'ils demandent. Mais ça, c'est vrai. Moi, les tensions qu'il y a eu avec les gens qui ont quitté Paris, notamment, je l'ai surtout senti sur les îles. Parce qu'effectivement, là, les gens avaient le sentiment que quand si on met dans des îles des gens qui arrivent, il n'y a pas de monde médical, etc. Donc, il y a eu des tensions. Sinon, je crois quand même qu'il n'y a pas eu énormément de tensions. Donc, ça, je voulais vous dire aussi une chose. Vous voyez, les restaurants, j'ai regardé ce qui se passait à Paris hier. Il y en a plein qui font de la livraison, alors qu'ils ne le faisaient pas. Il y en a plein où on peut des plats emporter. Il y en a plein qui ont un repas froid tout
prêt qu'on peut prendre et du coup on part le manger avec. On peut développer le service en chambre dans les hôtels. Donc je veux dire, il y a tout un rapport aussi à se dire que l'équilibre économique des entreprises peut aussi s'aider en ayant des attentes différentes des gens, notamment le fait de ne pas manger forcément sur place, mais en ayant la même qualité de repas. Donc au fond, on n'a pas le plaisir d'aller manger chez Marcel, mais on a la cuisine de Marcel chez soi. Donc je veux dire, ça aussi, c'est des choses où il faut que les entreprises s'adaptent d'une certaine façon à l'évolution de la demande. D'accord. Monsieur Deluga, est-ce que vous souhaitez qu'on… Je n'ai pas le micro. Très bien. Peut-être, je souhaiterais que peut-être en conclusion, nos deux invités, nos deux experts, essaient de synthétiser ce qui leur paraît pour eux le plus important à retenir pour les acteurs du tourisme du bassin. Voilà, une idée chacun sur ce qu'on peut, parce qu'on a bien compris qu'il fallait anticiper. Hein, même s'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais savoir sur le minimum que l'on doit mettre en place par rapport à aujourd'hui ce dont on est sûr. Donc, voilà, une idée chacun. Non, mais moi, je veux dire une idée simple, c'est que toute crise est une opportunité. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, c'est tragique pour ceux qui meurent, c'est tragique pour ceux qui vont faire faillite, etc. Mais c'est des opportunités de renouvellement, des opportunités d'inventer des choses différentes à faire, etc. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que j'ai dit au début, pensons à la saison 21 en réalité. Et là, la saison 20, c'est effectivement une saison de transition, mais le but, c'est que le bassin d'Arcachon en 21, ça soit mieux que ce que c'était en 19, en termes de qualité de vie, d'ambiance, d'attention aux nouvelles attentes des gens, en termes de nourriture, etc., de culture et toutes ces choses-là. Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire, si vous voulez. Normalement, vous allez ressortir plus fort. Mais il y a un passage qui est extrêmement difficile. Et ça, effectivement, il faut que vous l'ayez ensemble, il faut qu'on en discute, il faut que… Regardez ce qui se passe ailleurs. Regardez, c'est pour ça que je vous ai cité Paris-Plage. Regardez ce que font les restaurants parisiens. Regardez les restaurants étoilés qui se rendent compte que les touristes internationaux ou les gens qui font 500 km pour se payer un repas hors de prix et dormir sur place, ils ne les ont pas. Donc, ils font des menus pas chers pour les gens de la région, pour montrer qu'ils ont les savoir-faire, mais les gens qui habitent à 1 heure du restaurant, eux, ils ne vont pas se payer le repas que se paye le type qui vient pour le week-end exprès pour aller là. Donc, ils font des repas moins chers, etc. Regardez énormément les initiatives des autres d'ici la saison dans ce qui est le tourisme urbain, qui pour l'instant, évidemment, enfin, dans la restauration, les bars, etc. Je pense que c'est là qu'il va y avoir plein d'innovations à copier et à développer chez vous. Voilà. Merci. Merci, Jean. Michel ? Je ne vais pas être beaucoup plus original, mais c'est vraiment la même réflexion. Là, cette année, c'est une année difficile pour le secteur, sur lequel on n'a pas du tout parlé de la partie financière, mais la partie trésorerie et fonds propres va être terriblement affectée. Et pourtant, on rentre dans une période qui va devenir une période de transformation. Et en fait, ceux qu'on avait déjà entamés et qui allait durer 10-15 ans pour être mis en place, finalement, la situation actuelle nous obliger de le faire entre 1 an et 5 ans. Et donc ça va supposer une capacité d'adaptation importante et des financements importants. Il faudra les chercher et les trouver. Et ensuite, pour le faire, il va falloir observer. Et donc, je rejoins Jean, c'est observer déjà ce qui se passe cet été. Ça va être observer ce qui se passe ailleurs dans le monde, observer pour voir quelles sont les nouvelles attentes et ensuite, certainement, commencer à être créatif pour faire évoluer de façon individuelle, certainement, notre offre par rapport aux nouvelles contraintes et aux nouvelles attentes qui vont apparaître. Mais ça ne veut pas dire surtout ne rien faire. Ça veut dire bien anticiper maintenant. Et ensuite, un grand espoir. Un grand espoir, ça veut dire que globalement, je répète en boucle, depuis le début de l'humanité, les populations ont toujours bougé, ont toujours voyagé. Elles continueront à le faire. Donc globalement, on ne vit pas que pour travailler. Donc, il faudra bien qu'on ait toujours quand même des loisirs. Et le premier loisir, c'est quand même se déplacer, même si c'est proche de chez soi, pour passer un bon moment, que ce soit en famille, entre amis, et avoir. On essaye de trouver aussi le meilleur climat et le meilleur cadre. Et tout ça, ça va continuer à exister. Donc, le tourisme, il a toujours évolué. Si on regarde le dernier siècle, on voit bien qu'il a su s'adapter. Et je pense que là, on va devoir s'adapter plus vite à cause de la crise. Alors,
juste un point, avec les offices de tourisme, hein, on a bien prévu de revenir vers tous les prestataires pour faire un point très rapidement sur ce qu'il sera possible de faire et de réinventer notre offre. Réinventer, ça veut dire déjà exprimer celle qui existe et qui sera possible, ce dont on est sûr. Et donc, on va revenir très prochainement vers tous les acteurs pour faire ce travail avec les offices, parce qu'effectivement, en termes de communication, d'information, on ne va pas pouvoir dire venez sur le bassin d'Arcachon, parce qu'on va s'adresser à une clientèle qui connaît la destination, moins de noms ou qui vient régulièrement, mais de la séduire sur une offre de produits concrète et adaptée à la situation. Monsieur Duliga, je vous laisse pour la synthèse. Oui, non, je voulais simplement remercier nos deux invités et puis tous les internautes qui ont suivi cette conférence, qui est une première conférence, sur d'autres sujets. En tout cas, on va continuer à essayer, dans le cadre de la qui est une chose, ça permet de 750 partenaires du bassin. Nous avons pu un peu anticiper grâce à cette décision prise il y a 3 ans, et ça me permet de réfléchir aussi collectivement et de nous adapter collectivement. Je voudrais encore une fois vous remercier à tous les deux pour vos interventions et pour la qualité de leur contenu, parce qu'on a besoin d'avoir du recul dans une période comme celle-là, et je crois que vous avez su nous l'apporter. Merci encore et à la prochaine conférence. Alors, juste effectivement, sur cette prochaine conférence, elle aura lieu d'ici une quinzaine de jours avec Emmanuel Combe, l'économiste que certains ont déjà vu aux rencontres du tourisme, qui va venir parler de la notion de rapport qualité-prix, redonner du sens au prix pendant et en sortie de crise, parce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, on fera un point spécifique sur cette notion de rapport qualité-prix et on invite tous les professionnels à nous retrouver pour travailler sur la manière dont on va présenter le bassin, l'offre touristique de cet été. Je remercie aussi Nicolas Tonon qui nous accompagne sur la partie technique, le Paul Marc, et puis on a surtout tous très envie de vous revoir très vite. En clôture, vous allez retrouver juste après une vidéo qui a été faite par Midi Prod sur l'esprit bassin. L'esprit bassin est là et sera toujours là, et notre volonté à tous, c'est de faire vivre le bassin contre vents et marées, et c'est ce qu'on va vous proposer vraiment tous activement. À très vite.